mène de nombreux programmes et elle mène de nombreux programmes de recherche au sein de l'unité INSERM 1194 à Montpellier. Donc elle a rejoint le consortium Nîmes-Montpellier. Et Nadine, je te passe la parole pour ton exposé. A priori, on essaie de réserver 20 minutes pour les questions, donc à partir de 19 heures, si possible. Si tu termines vers 19 heures, oui, c'est comme on est un peu en retard, 19h15, mettons, qu'on ait un peu de temps pour les questions, sachant que le webinar est réservé jusqu'à maximum 19h30. Voilà, je te passe la parole, Nadine, pour les essais précoces. Merci. Merci beaucoup, merci Bernard, merci Madame Charvet de m'avoir invitée, de m'avoir donné aussi la liste des participants et de voir des jeunes retraités adhérer toujours au cours de la SFC. Bonsoir Jacques, je suis ravie d'avoir vu ton petit nom et puis j'ai vu plusieurs noms que je connaissais, donc ça me fait très plaisir. Donc je démarre sur ce sujet, l'actualité des essais précoces en 2021, donc aujourd'hui de ma position nîmoise. Et je vais donc reprendre un petit peu, puisque je sais que le public est assez divers ce soir, sur les bases de la recherche clinique, qui est une histoire bien sûr centrée autour de nos patients, mais qui est aussi une grande histoire de patience, surtout quand on est en soins et qu'on attend l'innovation thérapeutique, puisqu'il faut, comme vous le voyez sur ce schéma de synthèse, de nombreuses années entre des premières découvertes ou pistes d'intérêt au niveau des modèles cellulaires et des modèles animaux, avant de passer aux 3 étapes clés, phase 1, phase 2, phase 3 de la recherche clinique, et souvent encore au moins une année avant l'enregistrement et l'application en soins courants. Vous voyez également que sur les différentes étapes de la recherche clinique, le nombre de patients va croître et va nous permettre d'avoir quand même un certain nombre de données avant de déposer ces dossiers d'enregistrement et d'acceptation au niveau des autorités de nos dossiers. C'est aussi un bel entonnoir, puisque si on part sur des concepts de 5 à 10 000 molécules d'intérêt in vitro, on finit avec un seul médicament. Et vous voyez que je n'ai pas utilisé le même terme, finalement approuvé. Alors, les étapes sur la partie clinique, je les ai résumées ici. On parlera de la phase 0 et en tout cas de l'actualité aujourd'hui des études de phase 0, qui sont vraiment des preuves de concept en fait chez le patient, la personne humaine, dont l'intérêt c'est vraiment évaluer des propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, des biomarqueurs d'intérêt, mais aucunement potentiellement efficaces. La phase 1, c'est vraiment de façon classique la première étape chez l'homme où l'on va chercher à déterminer la meilleure dose, la moins toxique, en tout cas la meilleure balance entre toxicité et prémisse d'efficacité. La phase 2, on va traiter à ce moment-là un pool de patients plus homogène, ça va être une phase de faisabilité où on va confirmer des signaux d'activité clinique et définir notre population d'intérêt. Et la phase 3, ça va être vraiment la phase pré-enregistrement qui va nous servir à comparer cette nouvelle molécule à ce qu'on faisait dans la même situation antérieurement et voir si l'on fait mieux sur le critère de notre choix, qui peut être le critère noble de la survie globale, mais pas que, en termes de qualité de vie, en termes de meilleure tolérance. Enfin, plusieurs critères peuvent être choisis. Et puis, il ne faut pas oublier les études de phase 4 qui sont des évaluations en vie réelle, post-enregistrement de médicaments et qui nous permettent d'avoir un suivi, surtout dans les premières années de vie des traitements en population réelle, qui n'est absolument pas la population des essais cliniques, qui est souvent une population hyper sélectionnée, hyper triée. Alors, quand on est en phase précoce, c'est de trouver la dose de la molécule qui est à la fois active mais pas trop toxique. Et vous voyez sur ce schéma que la balance entre les deux peut être vraiment tenue.
et que ce n'est pas toujours évident de trouver une dose qui soit à la fois active et pas trop toxique. Alors, on a pour ça des modélisations qui nous aident à faire ces calculs. En général, dans un essai de phase 1, on va s'autoriser à avoir une probabilité de toxicité de 30% et pas plus. Mais on voit sur ces différentes modélisations, hein, qui ne sont là que pour illustrer mon propos, que l'on peut avoir des cinétiques complètement différentes entre la dose et la probabilité de toxicité. Et des fois, le seuil, encore une fois, peut être très tenu entre les deux. Et le tout, c'est de trouver le bon croisement et de s'arrêter sur cette hauteur de maximum 30% de risque de toxicité. Alors, sur les principes classiques d'un essai de phase 1, il y a ce qu'on appelle le first in man, qui est en général la première étude chez des patients, hein, en situation donc, clinique, sortie du modèle petit animal et de quelques modèles gros animal pour se rapprocher le plus possible du patient. Ça peut être le vrai first in man, c'est le premier de sa classe thérapeutique, première molécule de la classe, en monothérapie. Ça peut être un first in man où à ce moment-là, c'est un cousin germain, un frère jumeau, ou en tout cas, il n'est pas le premier de la classe, mais c'est la première fois que cette molécule est utilisée, également en monothérapie. Et puis, on peut avoir de nombreux essais de phase 1 qui sont 2 médicaments enregistrés, mais qu'on va essayer d'associer à visée synergique. Un médicament enregistré, une molécule à l'essai, 2 molécules à l'essai. Et puis des objectifs qui peuvent varier. Ça peut être aussi du repositionnement de médicaments, voilà, avec des objectifs de pharmacocinétique, de pharmacodynamie, ou des associations thérapeutiques avec d'autres options, comme par exemple la radiothérapie. La complexité sur les associations thérapeutiques, ça peut être aussi dans quel sens on va, hein, puisqu'on se retrouve à ce moment-là dans un monde à 2 dimensions, à 3 dimensions si on rajoute l'évaluation de la toxicité, à 4 dimensions si on rajoute l'évaluation de toxicité-efficacité. Et ça peut être plus complexe pour calculer les escalades de doses et les paliers. Est-ce qu'on augmente la dose A d'abord ou la dose du médicament B d'abord? Dans quel sens on va? Bon, j'ai coupé le micro. Merci, il n'y a pas de souci. Donc, la dose initiale, elle est définie bien sûr pour que les premiers patients traités aient un minimum de risque de toxicité. On essaye néanmoins d'optimiser l'activité, mais ce n'est pas toujours évident sur les premiers paliers de dose parce que ce qu'on veut en premier, hein, c'est être safe, être sécure pour nos patients. En général, de façon classique, c'est déterminé par des études précliniques et ça va être 1/10 de la LD10 chez les animaux étudiés. Encore une fois, souvent des gros animaux pour être le plus près du modèle humain. Et LD10, c'est la dose qui va entraîner 10% de décès sur notre modèle animal. Donc, on va vraiment rentrer sur un palier de dose à minima. Les doses sont choisies pour des petits groupes de patients, hein. On va traiter en général 3 patients par étape. On va prendre un petit peu de temps. On va regarder qu'il n'y ait pas de toxicité, au moins sur les toxicités aiguës, avant de monter. Et souvent, ce sont en fait des essais avec très peu de centres qui participent, hein, 300-400 centres, puisqu'il faut être capable de réagir, je dirais, quasiment en temps réel. Avant de décider, on peut aller plus loin, on peut monter la dose, on peut inclure d'autres patients. Il faut avoir vraiment l'esprit ouvert quand on travaille sur ce type d'études parce qu'il faut également envisager qu'aucune dose ne soit tolérable, hein. Peut-être qu'on s'est trompé dès le début. Encore une fois, il faut peu de patients. Sur un essai de phase 1 classique, on est entre 25-50 patients maximum. Il faut savoir qu'on n'a pas de données préalables sur l'évaluation de cette modélisation courbe dose toxicité. Nos patients, on n'en a pas encore parlé, mais dans ces essais de phase 1, ce sont souvent des patients très hétérogènes parce que sur la phase 1 classique, on ne va pas déterminer un modèle tumoral ou une anomalie moléculaire pour cibler le traitement. Donc, on peut avoir tout type de tumeur, différents stades, différents sites métastatiques.
Voilà, donc ce n'est pas toujours facile de les évaluer. Il faut que ce soit des patients qui gardent quand même un état général satisfaisant, une certaine espérance de vie et des fonctions vitales de qualité, notamment la fonction rénale, la fonction cardiaque, la réserve médulaire doivent être suffisamment bonnes pour pouvoir entrer dans ce type de protocole. Il faut penser à suivre bien sûr les toxicités retardées, même si dans l'escalade de dose, souvent on ne regarde que l'aigu. Il faut savoir modérer l'évaluation des toxicités parce que l'alopécie, ce n'est pas la même chose que la neutropénie fébrile. Donc, elles ne sont pas toutes d'égale importance, elles n'ont pas toutes le même impact. Et puis, l'efficacité, il faut garder aussi en tête qu'elle peut varier également avec la dose et qu'il n'y a certainement pas que la dose qui va compter dans l'efficacité, dans la toxicité, mais peut-être que le schéma d'administration J1, J8, J15 tous les mois ou par voie IV, par voie orale, par voie sous-cutanée, l'estomac vide, l'estomac plein, toutes ces données doivent être importantes et prises en compte pour le choix de l'évolution de la molécule et du mode d'administration et des doses de la molécule ultérieurement. Alors, la phase 1 traditionnelle, c'est des cohortes de 1 à 3 patients. Le choix de la dose, elle est définie par l'investigateur au moment où l'essai est défini. Il faut donner des règles d'escalade et de désescalade de dose préétablies. On n'a pas le droit de sauter un palier de dose, même si au départ, on ne voit pas de toxicité. Il faut respecter chacune des marches. Et puis, il faut envisager que si le palier le plus bas est trop toxique, soit l'essai s'arrête, soit à ce moment-là, on va déposer un amendement pour l'étude et essayer des paliers encore plus bas que ce qu'on avait escompté au démarrage. Donc, il faut avoir vraiment l'esprit toujours de se mettre en question tout au long de l'évolution. J'ai une petite question de Julie, alors je m'arrête parce qu'on va prendre quand même quelques minutes. Pour le cas du repositionnement de médicaments, quelles sont les phases qui peuvent être évitées pour gagner du temps? On peut sauter la phase 1 monothérapie, évaluation en objectif principal de la toxicité parce qu'on a déjà les données toxicité. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des données de pharmacodynamie si on est sur du repositionnement. Mais la phase 1 classique d'escalade de dose 3+3 peut être évitée. Alors, je continue avec ma petite souris. Donc ça, c'est un algorithme classique d'escalade de dose. Et à chaque fois, en fait, sur nos 3 patients traités, on fait un comité d'évaluation avec les principaux investigateurs. Si on n'a aucune toxicité observée, on va monter au palier suivant. Si on a une toxicité observée, on va traiter 3 patients supplémentaires à la même dose. Sur les 3 patients suivants, si on a 0 tox, on monte. Sur les 3 patients suivants, si on a une tox supplémentaire, on va définir ce palier comme la dose maximale tolérée et l'étude s'arrête. On a rempli notre objectif. Et si on a 2 ou 3 patients dans la deuxième partie de cohorte avec une toxicité importante, à ce moment-là, on arrête aussi, mais c'est le palier précédent qui est défini comme la dose maximale tolérée. Voilà. Et sur notre première cohorte de 3, si on a 2 ou 3 toxicités graves, on arrête et c'est encore une fois le palier précédent qui est défini comme le palier de tox. Alors ça, c'était vraiment la base, le principe des essais de phase 1 classiques. A été développé derrière des alternatives méthodologiques qui ont pour objectif en fait de minimiser le nombre de patients qui ne reçoivent pas une dose avec une potentielle efficacité, parce que là, on voit que finalement, ce n'est pas très juste. Si on rentre dans l'essai de phase 1 classique au tout début, on n'a pas beaucoup de chances d'avoir une efficacité. Si on est plutôt dans les derniers patients rentrés, on a un petit peu plus de chances d'être dans des doses efficaces. Donc, sur ces schémas alternatifs avec une méthode de type CRM, en fait, on va partir sur une probabilité de tox a priori, et cette probabilité va être remodélisée et recalculée à chaque fois qu'on va pouvoir rentrer des données de toxicité. Donc, cette probabilité, elle est recalculée après chaque inclusion de patients. Alors, bien sûr, c'est un modèle mathématique qui va être plus lourd,
pour pouvoir travailler. Je vous montre ici un petit modèle, et c'est ce que j'avais fait avec Andrew Kramar il y a un petit moment maintenant. Donc, on a besoin d'un méthodologique, d'un biostatisticien avec nous. Hein. Les cliniciens tout seuls, on ne peut quand même pas trop s'en sortir sur des modèles-là. Mais on voit bien que finalement, là, on se dit que c'est le palier 3 qui est au départ la dose que l'on pose la mieux. Et puis, ça se passe bien. On monte le patient suivant, il a une tox. On fait un autre patient, il a une tox. Donc, on descend. Et on voit hein, tout au long de l'essai, chaque petit point représente un patient inclus. En fonction de la toxicité oui, non observée, ben, le modèle va nous recalculer une probabilité de toxicité, et en tout cas nous calculer la probabilité d'avoir la meilleure dose à chaque fois, et va définir où est-ce qu'on met le patient suivant. Et c'est comme une courbe qui va osciller hein, au fur et à mesure du temps et qui va se rapprocher le plus possible de la dose maximale tolérée. Alors, ces schémas, ils ont été quand même assez utilisés. Ça a été un peu difficile au début parce que ça demande une lourdeur de gestion un petit peu plus complexe que la phase 1 classique, qui est déjà pas très facile à gérer, parce qu'il faut bien sûr avoir une interaction directe avec chaque investigateur et à chaque inclusion. Et puis avec l'équipe de biostatistiques à côté de nous pour pouvoir faire ces calculs, et à chaque fois qu'on veut rentrer un nouveau patient, de redéfinir la dose à laquelle on doit rentrer ce patient. Mais ce sont des très beaux modèles, et en tout cas qui sont beaucoup plus optimisants, je dirais, pour le traitement de chaque patient individuellement. Alors, les choses ont un petit peu évolué parce que ces modèles-là, et surtout le schéma classique d'escalade de dose 3+3, il est très vrai pour les cytotoxiques, et il est facile à utiliser pour des cytotoxiques. Avec l'arrivée des thérapies ciblées, alors même si Jacques, je sais que tu m'as toujours appris que les cytotoxiques sont aussi des thérapies ciblées. En tout cas, pour ces petites molécules de type tyrosine kinase inhibitrice, on voit ici sur ce schéma l'évolution et l'apparition de nouvelles molécules. Elles ont beaucoup enrichi notre arsenal. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de développement de TKI, et je parlerai aussi un petit peu d'immuno, que de cytotoxiques. Et on a dû adapter un petit peu nos modèles à ces nouvelles molécules. Alors, sur les thérapies ciblées, le souci, c'est que notre courbe linéaire ou plus ou moins linéaire, où plus on augmente la dose, plus on a un risque de toxicité, mais plus on a une chance d'efficacité. Ce n'est pas toujours vrai avec les thérapies ciblées. On peut imaginer qu'on a une certaine efficacité jusqu'à un certain point de dose, et qu'après, pour différentes raisons biologiques, on va perdre en efficacité. En tout cas, on n'est plus sur une courbe croissante régulièrement en fonction de la dose. Donc, on a dû remettre en question ces modèles. Donc, sur les thérapies ciblées, la toxicité, n'est peut-être pas le bon marqueur pour choisir la dose la plus active. Et puis, quand on va sur les phases ultérieures, le traitement peut ne pas induire une réponse tumorale dans les premiers mois, et des fois, par blocage de la cible, on a besoin de 6 mois, d'1 an pour obtenir une réponse thérapeutique, voire on obtient peut-être plus une stabilisation tumorale qu'autre chose. Ensuite, il y a des difficultés concernant le choix de la population, et peut-être que ce n'est pas tout patient métastatique, mais qu'il faut chercher le biomarqueur et prédéfinir notre population d'intérêt. Et ça nous pose pas mal de soucis sur le développement de ces nouvelles thérapies ciblées. Alors, dans ce contexte, sont apparus d'autres modèles d'essais précoces, alors notamment ce qui est couramment appelé Master Platform Protocol, qui sont en fait des plateformes d'enregistrement où plusieurs molécules peuvent être testées en parallèle à différents paliers de dose, mais le choix de la molécule va être fait en fonction du biomarqueur d'intérêt prédéfini, en tout cas recherché chez le patient. Une mutation de ALK, une dérégulation de la voie CDK4/6, une surexpression de GFR, et en fonction du biomarqueur retrouvé chez notre patient, il va rentrer dans une cohorte ou dans une autre,
Et en fait, c'est une espèce de grande plateforme qui va avancer tout au long du recrutement et les cohortes vont se remplir en fonction des profils moléculaires de chacun de nos patients. Donc ça, déjà, c'est une possibilité d'essai précoce avec des escalades de doses et souvent, il n'y a pas énormément de paliers testés, mais qui peuvent être dans chaque cohorte de patients. Et puis, l'autre possibilité qui était vraiment un très joli modèle quand on a commencé à en parler, c'est ce qu'on appelait les essais de phase 0. Donc là, vraiment, dans ces essais-là, ce sont des essais exploratoires qui n'ont aucun intérêt thérapeutique pour le patient, mais qui est vraiment l'idée de définir le bon biomarqueur, définir la bonne cible thérapeutique et savoir qu'on va aller au bon endroit pour le patient. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que ce sont des études de très courte durée avec de très faibles doses. Mais chez un patient, j'ai bien dit patient, donc ce n'est pas un volontaire sain, chez un patient volontaire qui n'en aura aucun bénéfice. Donc souvent, il doit être associé soit avec un autre essai précoce derrière et dire au patient, on fait ça pendant 15 jours, vous n'en aurez pas d'intérêt direct, mais dans 15 jours, on va évoluer sur ça. Ou alors, vous allez le voir sur un modèle pré-chirurgical ou pré-thérapeutique. Donc, les objectifs de ces essais de phase 0, c'est rechercher l'effet sur la cible thérapeutique prédéfinie, préidentifiée. Ça peut être de sélectionner la meilleure molécule candidate au sein d'une certaine série chimique, ou ça peut être de valider de la pharmacodynamie, des volumes de distribution dans des zones d'intérêt. Donc, ce ne sont que des endpoints biologiques prédictifs que l'on utilise quand on n'a pas de modèle préclinique efficace. C'est vraiment une recherche précoce, souvent faite avant l'essai de phase 1. Et à ce moment-là, le choix des patients n'est pas sur le type de la tumeur, mais souvent sur un profil génomique. Alors, les avantages des essais de phase 0, l'idée au départ, c'était vraiment de gagner du temps, d'être plus économe. Je vous ai mis ici un petit tableau pour vous dire ce dont on a besoin comme données précliniques quand on fait un essai de phase 1 conventionnel first in man ou ce dont on a besoin quand on a fait un essai de phase 0. Alors déjà, en termes de principe actif, il nous faut des toutes petites doses. Donc, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'un développement industriel pour faire ces études-là. En termes de données précliniques chez l'animal, les exigences de la NSM sont beaucoup moins importantes. 5-6 études, le modèle petit animal pas très important, le modèle gros animal un petit peu plus, mais en tout cas beaucoup moins que des first in man. Et voilà, on va vraiment évaluer les candidats thérapeutiques sur leur valeur PK/PD. Voilà. Il n'y a pas de décision, de discussion autour d'une MTD. Et le délai, normalement, est assez court pour passer dans des phases plus avancées. Alors, les difficultés, c'est est-ce qu'on va vraiment plus vite en termes de développement par rapport à un développement traditionnel? Est-ce qu'on est capable sur ces essais-là de mieux cibler des patients éligibles pour des phases ultérieures? Est-ce qu'on a toujours des biomarqueurs, et ça c'est une grosse difficulté d'intérêt qui nous permettent de valider? Alors, on avait eu un certain nombre de discussions, ces biomarqueurs, il en faut un si c'est une mesure directe, il peut en falloir 2 ou plus si on fait des mesures en amont de la cascade, ce n'est pas toujours évident. Il y a une grosse problématique éthique, comme je l'ai déjà rapidement abordé, puisqu'il faut des patients volontaires à la participation sur ce type d'essai. Et souvent, il ne faut pas oublier qu'on est en cancérologie. C'est des patients qui ont une fragilité de base. Il faut rester quand même dans un contexte raisonnable et raisonné pour eux. Voilà, avec des outils toujours un petit peu compliqués à mettre en place. Alors, je vais vous montrer un essai de phase 0 que j'ai trouvé publié relativement récemment sur un modèle de glioblastome, une molécule de chez AZ. Donc, vraiment à titre d'exemple, on fait une biopsie sur la tumeur, on fait un prélèvement sanguin, on injecte une seule fois, vous le voyez ici à gauche,
une seule dose. Alors là, il y avait 3 doses testées, une seule dose, mais c'est un patient qui doit être opéré. Donc, il va avoir une extraction tumorale 8 heures post-dose et avec une série de prélèvements biologiques. Alors, dans cette étude, il y avait une question à la fois de dose, 100, 200, 400 mg, et une question de timing. Est-ce qu'il est opéré 2 heures après l'injection? Est-ce qu'il est opéré 8 heures après l'injection? Est-ce qu'il est opéré 24 heures après l'injection? Donc, les objectifs ils étaient pharmacocinétiques, ils étaient pharmacodynamiques, en regardant l'activité de la molécule en termes de cassure d'ADN, en termes d'activité mitotique, voilà. Et puis, une analyse génomique avec des corrélations PK/PD. Voilà. Alors, c'est un essai que j'ai trouvé publié en 2018. Moi, j'avais travaillé pas mal sur ces essais de phase 0 il y a maintenant une petite dizaine d'années, mais on voit qu'ils n'ont pas pris d'ampleur. Hein. En fait, je pense que pour toutes ces raisons, ils ont eu beaucoup de mal à être mis en place. Et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt tombé presque, je dirais, dans l'oubli, parce qu'il y a vraiment très peu d'études aujourd'hui qui sont faites sur ce modèle-là. Et on est resté quand même malgré tout très traditionnel dans le développement des nouvelles molécules. Alors, ce d'autant que j'ai parlé des TKI, mais en termes d'oncologie, on a encore eu, par chance pour nos patients, le développement d'une troisième ère thérapeutique avec tout ce qui tourne autour de l'immunothérapie, hein, que ce soit des anticorps monoclonaux. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des CAR-T-cells, mais en tout cas, tout ce qui est immunothérapie au sens large. Et si on regarde, j'ai trouvé cette publication relativement récente sur les molécules approuvées par la FDA et l'évolution surtout sur ces 5 dernières années. Vous voyez ici le graphe de droite. L'immunothérapie, aujourd'hui, c'est 30% des nouvelles approbations thérapeutiques par rapport aux autres molécules. Et on voit vraiment que tout ce qui est cytotoxique, la part se réduit énormément. Il reste encore une grosse place pour les thérapies ciblées, une énorme part aujourd'hui pour l'immunothérapie. Mais il y a vraiment eu un shift dans l'évolution des nouvelles molécules. Et qui dit nouveau mécanisme d'action, nouvelles molécules, dit forcément nouveau challenge en termes d'essais thérapeutiques. Voilà, c'est une autre illustration de tous les essais ces dernières années. Ça, c'est une publication également de 2018 où on voit que la part de l'immunothérapie avec ces modèles de combinaison, notamment avec des anti-CTLA4, est venue très, très important par rapport à la part des essais. Là, c'était les essais d'association avec des cytotoxiques. Alors, encore une fois, je m'excuse pour ceux qui sont bien habitués de ce type de molécules, mais ça me paraissait important simplement de remémorer, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, le mécanisme d'action de ces immunothérapies, et notamment tout ce qui tourne autour du développement des anticorps monoclonaux, que ce soit des anti-PD-1, anti-PD-L1 ou anti-CTLA4. Ils n'ont pas d'activité antitumorale directe. Hein. Là, vous voyez le nivolumab qui est schématisé à gauche, mais ils vont avoir une activité sur la relation que la cellule tumorale peut avoir avec le lymphocyte T ou que le lymphocyte T peut avoir avec la cellule dendritique. Et donc, la cellule tumorale, dans ses mécanismes d'échappement thérapeutique, va être capable d'avoir une régulation négative sur le système immunitaire, donc d'activer ce récepteur PD-1, qui est l'exemple ici, et qui est un récepteur qui va avoir un impact négatif, donc de rétrocontrôle négatif sur l'activité du système immunitaire. Donc, de casser ce lien PD-1, PD-L1 entre la cellule tumorale et le lymphocyte T par ces anticorps d'intérêt, comme peut l'être le nivolumab, ça va permettre de redonner au système immunitaire sa capacité antitumorale. Alors, on voit bien déjà que ce n'est pas une action directe, contrairement aux cytotoxiques, contrairement aux thérapies ciblées, que l'on va avoir avec ce type d'anticorps. Et forcément, nos problématiques d'évaluation de toxicité, efficacité et d'augmentation de dose pour augmenter l'efficacité, on va être quand même un petit peu perturbé avec ce type de molécules.
Alors, j'ai cherché le développement du nivoluma pour vous illustrer le propos. Et vraiment, on était parti sur une phase 1 d'escalade de dose très classique avec 3 paliers, 1 mg, 3 mg, 10 mg par kilo. Vous voyez ici, j'ai récupéré de l'article Princeps de la phase 1, le modèle d'escalade de dose, vraiment très classique comme le schéma initial que je vous ai montré. L'objectif principal, c'était les effets secondaires avec une évaluation, une attention toute particulière avec les effets secondaires d'intérêt immuno-induit, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les effets secondaires des cytotoxiques. En objectif secondaire, c'était les réponses. Et puis après, en études ancillaires, le niveau d'expression de PDL1 et puis des données de PK-PD en utilisant les PBMC. Et on voit que sur cette étude, aucune MTD n'a pu être définie dans le schéma d'escalade de doses. Les 3 doses ont pu être testées sans souci particulier. Et il y avait une activité tumorale qui a d'ailleurs été retrouvée avec les 3 doses testées. Alors, je me suis dit, comment ils ont choisi finalement la dose d'intérêt. Alors, ils ont regardé les modèles PKPD, mais on voit qu'il n'y a quand même pas énormément de doses. Là, c'est le taux d'activité du récepteur PD-1. Et ils se sont dit, finalement, 3 mg par kilo, on a l'air d'être dans une zone optimale. Mais pourquoi on n'aurait pas fait 0,3 ? Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, ils sont partis sur 3 mg par kilo pour la phase 2 d'expansion. Mais on voit que ces schémas d'escalade de dose sont quand même très peu adaptés à ces nouvelles thérapies. Alors, il y a un autre concept dans les essais précoces, c'est les Seamless Oncology Clinical Trials. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que finalement, surtout sur ces molécules finalement relativement safe et actives sur les paliers de dose traités, c'est d'avoir la capacité de s'assurer de la safety de la molécule sur les premières étapes, mais de ne pas être obligé de couper l'étude, parce qu'effectivement, si on fait un protocole de phase 1, on fait l'analyse des résultats, et puis on écrit un protocole de phase 2 pour continuer le développement, mais il va se passer quelques mois, et puis il faut qu'on resoumette, etc. C'est finalement de proposer une étude où tout est inclus, et il y a une première partie d'escalade de dose classique, et un choix de dose optimale, et la poursuite des inclusions des patients sur ce palier de dose prédéfini. Voilà. Donc, c'est un modèle qui a été pas mal utilisé. Là, je vous l'ai mis également sur le développement d'une autre immunothérapie, qui était le pembrolizumab, qui est la Keynote 001. Donc, c'était vraiment la première étude avec le pembro. C'est un schéma qui est relativement complexe, parce que finalement, c'est quand même une étude énorme, puisqu'ils ont rentré plus de 600 patients au total. Dans la première partie, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, sur les 130 premiers patients rentrés, ils n'étaient pas randomisés. Plusieurs paliers de dose, 10 mg toutes les 2 semaines ou 10 mg toutes les 3. Voilà, des patients soit qui étaient pré-traités, soit qui n'étaient pas pré-traités. Et il y avait même 2 mg kilo toutes les 3 semaines. Et finalement, après l'analyse de ces premières cohortes, la suite des patients, donc plus de 500 patients qui sont randomisés dans la deuxième partie de l'étude, avec des choix de paliers de dose qui ont été prédéfinis selon les premières données. Donc, ça peut être la manière d'accélérer un petit peu le process pour gagner du temps sur les enregistrements avec des molécules sur lesquelles on doit dire on a un petit peu moins de risque de toxicité, ou on attend une efficacité plus rapide. Et on voit que sur des données Keynote 001, donc qui était une des toutes premières études avec le pembrolizumab, d'emblée, on a des cohortes suffisamment importantes pour définir des résultats en termes de survie globale ou en termes de survie sans progression sur des grosses populations de patients. Alors, je terminerai. Oui, je suis pas mal dans les temps, Bernard. Donc, je terminerai en disant que même si on essaye ces process et on essaye d'accélérer l'histoire, le chemin, quel que soit le chemin d'entrée qu'on prend et le design qu'on choisit, il est malgré tout toujours très long, parce que vous voyez dans ce petit report sur le GNCI,
Ce carré représente 500 patients qui sont inclus dans un essai précoce. Et finalement, en noir, parmi ces 500 patients, le petit carré de patients qui vont accéder vraiment à une dose adéquate dans une situation qui est indiquée dans les développements ultérieurs de la molécule. Donc, on voit malgré tout qu'on a beaucoup de patients inclus dans ces essais de phase 1 qui n'ont pas accès par ce type d'études à un traitement qui puisse leur rendre directement service. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier quand on les inclut et quand on les prend en charge. Et c'est certainement une autre problématique, mais il commence à y avoir quelques papiers entre l'espoir des patients quand ils rentrent dans un essai précoce et ce qu'on en attend vraiment. Et il y a quand même une très grosse différence entre les deux. Je vous remercie. Bien, merci Nadine pour cet exposé très pédagogique, très clair. C'était parfait. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions encore sur le chat. Comment sélectionnez-vous les patients en phase précoce en fonction du traitement étudié? Voilà, il y a une première question qui arrive. Est-ce que tu veux y répondre? Oui, on pourra bien entendu partager les commentaires et les réponses. Alors, si on est sur un TKI, une thérapie ciblée et qu'on a un biomarqueur d'intérêt, ou voilà, si on cible le GFR ou le VEGFR, forcément, on va rechercher cette anomalie moléculaire chez nos patients, même en phase précoce. Alors, peut-être sur le type de modèle que je vous ai montré, analyse du biomarqueur, cohorte 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, sur l'immunothérapie, alors on a fait déjà les très grands pas, en tout cas sur les anticorps, et on voit qu'on n'est pas sur un modèle tumoral. On travaille maintenant beaucoup plus sur le micro-environnement. Est-ce qu'on est sur une tumeur froide ou une tumeur chaude? Donc, c'est moins le type de tumeur primitive qui compte que l'environnement, le micro-environnement tumoral. Voilà, alors souvent, sur ces essais précoces, alors notamment avec l'immunothérapie, on n'a pas forcément sélectionné une population d'intérêt au départ, mais on a découvert la population d'intérêt au fur et à mesure du développement de la molécule. Alors, une question aussi qu'on peut te poser, Nadine, les phases 0, mais tu l'as très bien dit. Il y a 10 ans, on ne parlait que de phase 0. Et maintenant, visiblement, le concept est très difficile à appliquer. Alors, tu nous as montré l'étude glioblastome, mais est-ce que toi, dans ta pratique, ces dernières années, tu as participé ou conduit des essais de phase 0? En toute honnêteté, non. C'est-à-dire qu'on y a travaillé beaucoup dessus. Je suis même allée au NCI pour voir les équipes. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu un feu de paille. Et aujourd'hui, ce système-là n'a pas l'air d'avoir pris ou de fonctionner. Alors, il y a plusieurs choses. Probablement, c'est arrivé juste avant le développement de l'immunothérapie et ce n'était pas très adapté sur un développement des nouvelles immunothérapies. Et deuxièmement, sur le plan éthique, c'est quand même très, très compliqué. Donc, à part des très grosses unités, il faudrait demander à l'IGR s'ils ont réussi à en faire quelques-unes qui mettent un patient en phase 0 15 jours et qui lui proposent une phase 1 derrière. C'est quand même très, très compliqué à réaliser. Oui, je crois que même dans les grands instituts, c'est un concept qui est très, très peu pratiqué, qui restait très théorique, peut-être aussi avec la difficulté de trouver une cible vraiment qui soit mesurable, parce qu'effectivement, dans le sang, on a des marqueurs, mais très souvent, les marqueurs tumoraux, il faut aller dans la tumeur, éventuellement faire des prélèvements répétés, et ça, c'est évidemment très, très difficile à conduire quand on est en absence de bénéfices directs, pour des raisons éthiques. Alors, une autre question. Pardon. Oui, il y avait un petit complément de question là sur le screening moléculaire systématique. Avec les TKI, globalement, oui, les autres molécules, non. D'accord. Une question que je voulais te poser sur les phases 1, c'est qu'on a vu fleurir les cohortes d'expansion. Alors, tu l'as très bien montré sur les essais nivolumab et Pimbro. En fait,
on essaye de brûler les étapes et on a vu apparaître pas mal d'études avec ces cohortes d'expansion. À ton avis, est-ce que les cohortes d'expansion, ça doit être relativement limité avec des effectifs style phase 2 d'une vingtaine de patients ou est-ce qu'on peut monter, comme on l'a vu, tu citais Topalian et les mélanomes métastatiques, on a vu des cohortes d'expansion qui atteignaient des effectifs absolument monstrueux, 400, 500 patients avec des tas de doses différentes. Est-ce que finalement, en voulant aller trop vite et en évitant les phases 2 et 3, on ne perd pas du temps à faire des cohortes d'expansion sans règles statistiques bien strictes? Là, je vois Bernard qui parle. Alors, moi, du côté clinique, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui énormément d'études de phase 1-2. Et on voit bien que ce qu'on appelait, nous, classiquement, la phase 1, 2, 3, c'est coupé. On voit des phases 1, 2, on voit d'ailleurs des phases 2, 3. Quand on est côté proche du patient, les patients, ils attendent que ça, quoi, qu'on essaye d'aller plus vite, qu'on essaye de griller les étapes. C'est très compliqué pour eux de comprendre qu'on a des signaux d'activité, qu'on a de l'espoir et qu'on n'arrive pas à leur donner accès. Donc, je pense qu'une phase 1-2 bien conduite qui nous donne suffisamment d'hypothèses pour faire une belle phase 3. D'ailleurs, je trouverais ça peut-être mieux qu'une phase 1 suivie d'une phase 2-3, où souvent, d'ailleurs, sur la phase 2-3, on se retrouve avec des objectifs de type PFS, etc., qui nous mettent en difficulté pour l'enregistrement de la molécule derrière. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. Et c'est vrai que les phases 1-2, quand elles sont bien designées, je pense que c'est une bonne solution plutôt que des cohortes d'expansion qui sont en fait mal définies, sans règles statistiques. La vraie phase 1-2 telle que tu la présentes, c'est une phase 1 qui est suivie vraiment par un design statistique cohérent et complet. Donc je repense au niveau LUMAB, où tu as très bien montré que finalement, entre les doses de 1, 3 et 10 mg dans le mélanome métastatique, finalement, on reste très frustré, alors que l'AMM a été donnée par la FDA sur pratiquement ces cohortes d'expansion de phase 1. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de vraie phase 2 dans le... et qui ne sont même plus les doses utilisées aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que du coup, après, on est parti sur des flat doses. On est à 240 tous les 15 jours ou à 480 toutes les 4 semaines, mais finalement, on voit bien que ça ne nous a pas du tout aidé à définir une dose universelle. Tout à fait. J'ai vu une autre petite question. Est-ce plus facile d'accéder à des essais cliniques pour une molécule nouvelle en combo avec une chimio classique? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais tout de même, une molécule qui n'a jamais été testée doit d'abord passer sur une étude de first in man en monothérapie. On ne peut pas associer une molécule pour laquelle on a 0 données de profil de tolérance chez le patient directement avec une association chimio ou autre. Il faut quand même avoir un minimum de données avant de partir sur l'association et l'ANSM demande ces données d'association avant de ces données au moins en monothérapie avant de s'embarquer sur une association. Très bien. Bernard, oui. J'avais une question pour vous deux. Une réflexion et une question. La première, c'est qu'il me semblait effectivement, l'histoire de la phase 0, c'est vrai que ça a été effectivement assez rapidement abandonné, en tout cas chez l'homme, parce qu'en fait, il me semble qu'aux États-Unis, ils ont développé un programme où la phase 0 est en fait réalisée chez le chien. Et il y a tout un tas de réseaux qui se sont montés pour essayer justement de voir si le médicament qui est développé touche bien sa cible, et en utilisant comme modèle le chien. Et c'est tout un réseau vétérinaire qui a monté ça avec le NCI, il me semble. Je voulais avoir confirmation, ça c'est le premier point. Et la deuxième question, complètement indépendante, Nadine, tu as parlé des modèles bayésiens avec une possibilité d'accélérer finalement l'essai clinique et d'économiser, si je peux utiliser ce terme, le nombre de patients. Pourquoi quelles sont les raisons qui font que les industriels ne font pas ce type d'études ou n'osent pas faire ce type d'études?
Alors, sur le modèle animal, pour moi, ils étaient antérieurs aux essais de phase 0 chez l'homme. C'est-à-dire que c'est quand même des choses que l'on fait de façon plus ancienne et plus antérieure, mais je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui se passe en NCA. Et sur la question des méthodes de type CRM, alors on permet aux patients, on n'épargne pas forcément du temps ou pas forcément un nombre de patients, mais on permet d'être plus éthique pour chaque patient. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est notre allié Biostat qui doit être associé vraiment de façon beaucoup plus proche sur ce type d'études qu'on peut l'être sur des phases 1 classiques. Mais néanmoins, quand on regarde la littérature, moi, je trouve que peut-être lentement, mais on trouve de plus en plus d'essais précoces avec ce type de modèle. Bernard, je ne sais pas Oui, ce que oui, vous en je pensez. confirme, Philippe. Et alors, je ne vais pas citer de nom de laboratoire, mais il y a plusieurs labos pharmaceutiques qui utilisent vraiment à fond les méthodes bayésiennes, donc une connaissance a priori de la molécule pour leurs essais précoces, phase 1 et phase 2. Alors, les méthodes bayésiennes ne sont pas du tout utilisées en phase 3, en phase d'enregistrement réel, mais pour les phases 1-2, de plus en plus, les industriels les utilisent parce qu'effectivement, ça permet d'aller plus vite et surtout de converger vers la dose optimale, la dose qui va être administrée en phase 2, plus rapidement que les méthodes 3+3 classiques. Donc oui, je pense que l'industrie pharmaceutique a compris et que grâce aux méthodologies qui sont maintenant moins révolutionnaires qu'il y a 15 ans, c'est accepté tout à fait par les autorités. Alors pour les expériences animales, oui, je pense que chez le chien, il n'y a pas de problème éthique, en tout cas moins que chez l'homme. Donc on peut probablement aussi faire des prélèvements multiples et embêter ces pauvres petites bêtes plus facilement qu'on embête les humains. Mais je t'avoue que je ne sais pas si c'est encore en développement et appelé vraiment phase 0 chez l'animal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Il y avait alors, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Les patients reçoivent tous un traitement? Oui, dans les essais précoces, il n'y a pas de placebo. Hein. Voilà. Bon, je crois que oui, si j'avais encore une dernière question, si on a encore un tout petit peu de temps, c'est le fait, presque un commentaire, que dans les essais de phase 1, qui étaient avant traditionnellement mesurés sous forme de toxicité, on cherchait de la toxicité, de plus en plus, dès les premières doses, on va rechercher des critères d'efficacité. Alors, pas forcément des réponses, mais au moins une cassure dans la courbe de progression tumorale, des éléments de ce style. Est-ce que tu as une expérience de cette prise en compte précoce de l'efficacité, de critères rapides de mesure de l'efficacité en phase 1? Oui, je pense que encore une fois, c'est l'évolution des molécules en test qui ont fait ce changement d'objectif principal et en tout cas la mise en place de critères composites. Hein. Ce d'autant qu'on soit d'ailleurs sur des TKI ou sur l'immunothérapie, il faut aussi qu'on pense aux effets secondaires retardés. Donc, c'est cette évolution de cible qui nous a fait évoluer sur les objectifs principaux définis dans ces essais précoces. Eh oui, toxicité retardée. Et en plus, il arrive assez souvent avec, au contraire, des molécules qui sont très bien tolérées, finalement, de ne pas atteindre de MTD et de n'avoir comme critère que l'efficacité parce qu'il y a tellement peu de toxicité qu'on est incapable de la mesurer ou en tout cas d'atteindre des paliers de l'ordre de 20% de toxicité. Ça arrive dans, je crois, 10 à 15% des essais de phase 1 avec des thérapies ciblées où on n'atteint jamais la MTD. Là, dans l'exemple avec le nivolumab, c'était 9% au final de toxicité observée. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Mais tant mieux pour nos patients. Hein. Ah oui, tant mieux. Ça, c'est vraiment une des grandes révolutions de l'oncologie moderne avec ces thérapies
nettement mieux supporté, même si maintenant on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de toxicité quand on les associe. Quand on prend le temps de les observer. Oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, Bernard. Mais si on n'a plus d'autres questions, on va remercier tous les participants de ce webinaire et j'espère qu'il aura satisfait à vos attentes. Vous pourrez, je crois, le revoir sur le site de la SFC pendant encore quelques temps. Oui, il sera enregistré. Donc, il sera dès demain voilà. sur le site et sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien. Et un grand merci, Nadine, encore une fois, pour la clarté de ton exposé. Je crois que ça a satisfait tout le monde et un immense merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. J'étais ravie. Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le lundi 15 novembre à 18 h, donc donné par Harry Sokol, qui est gastro-entérologue à Saint-Antoine, sur le microbiote intestinal. Ça va être aussi passionnant. Allez, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Jacques. Au revoir, Jacques. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Ravi de t'avoir entendu et Merci, vu. Jacques. Alors, à la prochaine. Tu viens pas aux IFODS? Non, Bon. tu viens pas. Ah là là. Pas de choses à faire. Et oui, et tu sais que ça va pas s'arrêter. Et ça va pas s'arrêter. Ça s'arrêtera un jour et tu t'embêteras après. Ah, bon, je sais pas. Oui, parce que j'ai pas tes talents d'écrivain, donc c'est vrai. Je m'amuse bien en tout cas. À très bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.